Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'objectif de celle-ci est de présenter les différentes librairies Python que nous serions amenés à utiliser pour coder notre backend. Il s'agit notamment de la bibliothèque ou le micro-framework Flask et ces deux extensions Flask Login et Flask SQL Alchemy. Bien sûr, il y en a plein d'autres extensions Python et Flask autant pour moi, mais nous allons utiliser juste Flask Login et Flask SQL Alchemy. Ensuite, nous allons également présenter deux dépendances Python, Validator pour la validation des données et Bcrypt. Sans toutefois attendre, nous allons commencer. Je vais ouvrir mon navigateur. Ok, là, lorsque vous êtes sur Google, vous pouvez, quand vous tapez Flask, vous tombez directement sur la documentation de Flask et là, vous avez la partie sur l'installation. On peut voir comment installer Flask, par exemple. Ici, create an environment. Lorsque vous souhaitez créer un environnement virtuel, on le verra. Mais l'essentiel ici, c'est pip install Flask. Lorsque vous souhaitez démarrer, vous devez faire pip install Flask. Et par la suite, on va voir le kickstart pour voir comment une application Flask est architecturée. Ok, a minimal Flask application looks something like this. Donc, une application Flask est tout ceci. Donc, voilà tout le code à écrit pour avoir une application fonctionnelle sur Flask. C'est vrai qu'après, il faut démarrer le serveur et là, vous pouvez to run the application use Flask command or Python -me Flask. You need to tell the Flask where your application is with the app option. Donc Flask, app, hello world, on verra tout ça. On verra tout ça. Maintenant, on va directement exécuter le fichier Python. De toute façon, ce n'est pas un cours sur Flask, mais on va juste utiliser Flask pour faire notre backend. Donc, si vous avez besoin des cours sur Flask, vous pouvez soit chercher sur Internet ou bien me demander cela en commentaire. Et là, on va prendre la peine de bien expliquer tout dans les détails. Donc, pour ceux qui maîtrisent également Flask, vous pouvez passer directement à cette vidéo. Alors, voyons un peu la structure minimale d'une application sur Flask. Vous avez à importer Flask en majuscule de Flask. Ensuite, vous allez initialiser une application et vous pouvez donc décorer des fonctions. Là, on a une fonction Python def hello world qui retourne un hello world. Vous voyez, c'est à peu près du HTML. Ça ressemble à du HTML. Mais nous, on peut retourner plusieurs autres choses. On peut retourner du JSON, on peut retourner du XML, on peut retourner différents types de données. Donc, il faut donc décorer cette fonction-là avec la notation app.root. Et là, à l'intérieur de root, on précise le endpoint. Ici, par exemple, slash, on peut préciser, par exemple, slash home. Je pense qu'on a un exemple plus loin en bas. Ici, là, par exemple, on a une possibilité d'avoir une route avec un paramètre name. Ici, c'est un paramètre parce qu'on a mis des chevrons. Voilà, par exemple, ici, on a une route user avec un paramètre username. Donc, notez également qu'on peut, on peut préciser le type du paramètre. Par exemple, ici, un entier, un post ID qui est de type entier. Vous avez les différents types se rapportant au type de paramètres de requête. Je vais devoir arrêter. J'ai eu un petit malaise. Donc, on va continuer. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Flask? Voilà, on peut gérer les méthodes HTTP. Nous allons présenter le design de notre API et là, vous allez voir qu'on peut facilement gérer les différents types de méthodes HTTP, GET, POST, PUT, PATH, DELETE, ainsi de suite. Et là, avec Flask, c'est facile car Flask a également un objet request. Vous savez, dans la communication, dans le protocole HTTP, vous envoyez une requête et vous recevez une réponse. Donc, vous avez la requête de l'utilisateur, l'objet request qui représente la requête de l'utilisateur. Et là, on peut tester
quelle est la méthode de cette requête-là en faisant if request point, en faisant bien sûr un if sur l'objet request avec la propriété méthode et on teste s'il s'agit d'une requête de type post. Et là, on fait quelque chose, sinon on fait autre chose ici. Là, c'est pour gérer les requêtes. On peut également gérer les templates. Lorsqu'on développe un site web, on peut par exemple retourner un template HTML pour retourner une réponse sous format HTML au navigateur, par exemple. Donc, Flask ici est le cœur du système, disons-le ainsi. Et à cela, on va ajouter différentes bibliothèques, différentes extensions, autant pour moi, pour étoffer ou bien apporter plus de fonctionnalités à Flask. Il y a également l'import, l'upload des fichiers, les cookies. Bref, c'est un micro-framework. Notez bien qu'il y a des extensions Flask qui sont spécialisées dans la création des API. Mais nous, on va utiliser Flask pour faire notre back-end. Et quitte à ce que peut-être dans une autre formation, on aborde par exemple une bibliothèque Flask spécialisée dans la conception des API. Ok. Je pense qu'on a dit l'essentiel sur Flask. L'objectif n'est pas de tout présenter, car l'idée n'est pas vraiment de voir la Flask dans son ensemble, mais de voir juste comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour faire quelque chose de fonctionnel. Donc, ensuite, vous avez une extension Flask Login. Donc, Flask Login permet de gérer les sessions utilisateurs, c'est-à-dire les connexions, les déconnexions, la sauvegarde de l'utilisateur, c'est-à-dire le Remember Me. Vous avez ici, par exemple, store the active user ID in the Flask session and let you easily log them in and out. Donc là, c'est pour le logout et le login et le logout, notamment la connexion et la déconnexion. Let you restrict views to login or logout user. Là également, Flask Login nous permet de restreindre l'accès de certains endpoints aux utilisateurs non connectés. Donc, on peut également gérer le Remember Me. On peut protéger la session de l'utilisateur et ses cookies. Pour installer Flask Login, vous faites pip install Flask Login. C'est une dépendance également. C'est une dépendance Python, mais c'est une extension à Flask. Il y a plein d'autres extensions, je l'ai bien précisé. Donc là, après avoir installé, on peut initialiser. Je suis toujours mal à l'aise, ma voix est un peu bizarre. Mais on va continuer. Donc, on peut configurer le login manager et l'initialiser. On verra comment tout cela marche dans les prochaines vidéos notamment. Ensuite, vous avez l'extension Flask SQL Alchemy. Alors, SQL Alchemy est un ORM, Object Relational Mapping, je pense bien. Les ORM sont une sorte d'API ou bien d'interfaçage entre une application et la base de données ou bien une application et un système de gestion de base de données. Ces ORM-là permettent notamment d'effectuer toutes les opérations de création, de lecture, de mise à jour et de suppression de données appelées sous le vocable CRUD en anglais, create, read, update and delete. Donc, Flask SQL Alchemy permet cet interfaçage-là entre Flask et SQL Alchemy, qui est un ORM. En fait, vous avez SQL Alchemy qui est un ORM Python et vous avez la déclinaison Flask SQL Alchemy qui est codée pour les applications Flask. Donc, il faut bien faire la distinction. Je pense qu'ils ont bien précisé ça ici. Once created, that object then contain all function and helper from both SQL Alchemy and SQL Alchemy.orm. Donc là, ce sont des librairies Python. Mais là, on a créé une extension, une déclinaison pour Flask. Maintenant, voici le code minimal pour utiliser Flask SQL Alchemy. On a d'abord notre Flask. Ensuite, on importe SQL Alchemy de Flask SQL Alchemy. On initialise l'application. On fait juste une configuration app.config
SQL Database URI pour préciser la chaîne de connexion à la base de données. Ici, on se connecte à une base de données SQLite. Pour notre cas également, on va utiliser une base de données SQLite. Vous pouvez avoir dans la documentation, ici on est dans le Kickstart, donc dans la documentation, si vous revenez ici, vous pouvez avoir, je pense, les chaînes de connexion. Connection URI format. Et là, vous avez les différentes chaînes de connexion, les différentes configurations à faire. Par exemple, SQL Alchemy Database URI pour préciser le chemin de la base de données. Pour SQLite, voilà le schéma de connexion ou bien la chaîne de connexion. Pour MySQL, voilà la chaîne de connexion. Vous mettez MySQL, username, password et vous précisez le serveur et la base de données. Vous pouvez avoir différents schémas de connexion ici. Par exemple, pour PostgreSQL, pour MySQL, pour Oracle, pour quoi d'autre? Bref, aussi c'est très important ici les différentes configs, les différentes chaînes de configuration à faire. Par exemple, le SQL Track Modification qu'on va souvent activer pour voir les logs, je pense bien. Mais vous pouvez lire bien la documentation. Je reviens ici. On était sur Minimal Application. Donc, on a l'application minimale ici. Ensuite, vous pouvez, lorsque vous initialisez un objet DB, vous pouvez donc créer une classe qui représente votre table, une table dans la base de données, en faisant db.model, en héritant de db.model. Vous êtes en train de créer une classe qui représente votre table dans la base de données. C'est ça l'objet des ORM. Et là, vous avez une colonne ID ou bien une propriété, la propriété de la classe ID, qui est une colonne en effet, le username et l'email. Et là, vous avez les options de création. Et là, on vous dit to create the initial database, just import the DB object from an interactive Python shell and run the SQL Alchemy create all method to create the tables and database. Donc, lorsque vous voulez créer la base de données, les différentes tables, vous avez juste à faire db.create. Bon, nous, on va le faire autrement en utilisant le contexte d'application. Je ne sais pas si c'est ici en bas, mais vous allez parcourir la documentation. Je reviens ici sur la documentation de Flask SQL Alchemy. Ici, on va voir les différentes opérations. On va voir de façon sommaire les insertions, par exemple. Ici, pour insérer un élément dans la base de données, vous instanciez l'élément en fournissant les informations, les différentes propriétés. Et là, vous faites db session add et db session commit. Ça, c'est pour ajouter. On peut avoir accès, par exemple, à l'ID en faisant l'objet instancié ici, point, la colonne ou bien la propriété. Donc là, par exemple, on a la sélection des données. Ici, on a fait user query filter by. On a dit username égale à Peter, par exemple. On prend le premier. Et là, on peut accéder aux propriétés de cet objet-là. Vous voyez que la lecture, l'écriture des données et la lecture est très simple. Le deleting, bref, il y en a plein d'autres. Essayez de voir et de vous familiariser à Flask SQL Alchemy. Donc, on ne va pas utiliser des notions poussées dans notre application. Donc, si vous maîtrisez SQL Alchemy, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer dans la vidéo prochaine. Ici, Flask Course. Alors, Flask Course, lorsque vous développez des API, généralement, c'est pour les héberger sur un serveur qui va servir votre API. Et vous aurez des applications qui vont consommer ces API-là. Généralement, ces applications vont fonctionner dans des domaines différents. Quand je parle de domaine, je veux prendre l'exemple, par exemple, d'un site hébergé en localhost sur le port 3000 qui va interroger votre API qui est hébergé sur un serveur distant, par exemple. Il y aura un conflit parce que
le site, en fait, l'application en front-end, autant pour moi, n'est pas hébergée sur le même site. Donc, il y aura des problèmes de requêtes inter-domaines. Donc, on appelle ça les requêtes cross-origin resource sharing. Donc, le partage des ressources lorsqu'on a des requêtes inter-domaines. Donc, pour faciliter cela, en fait, des développeurs ont imaginé FlashCourse pour gérer facilement les ressources interdomaines. Ici, FlashCourse essentiellement permet de restreindre ou bien d'octroyer des accès à des ressources. Donc, on verra comment l'utiliser également. C'est très simple. Ici, vous avez from Flask import Flask et là, from FlashCourse import course. Et là, on va enrouler notre application dans Course et là, le tour est joué. On pourra avoir accès à toutes les ressources de notre API. Là, ici, on peut par exemple ici préciser les ressources et les accès. Donc, on verra également cela en détail lorsqu'on va utiliser cette extension-là. Les deux dépendances Validator. Alors, Validator, c'est une petite librairie que j'ai trouvée et qui répond parfaitement à mes besoins. Je ne voulais pas faire de la validation compliquée. En même temps, je voulais avoir juste quelques petites validations des données à faire et je suis tombé sur Validator. Donc ici, la logique est simple. Vous installez Validator, pip install Validator et là, vous pouvez importer la méthode validate du module Validator. Et là, vous avez besoin de deux choses. Pour que la méthode s'exécute ici, vous avez besoin de la requête et des règles, des rules. Par exemple, ici, des requêtes, c'est un dictionnaire contenant des clés et des valeurs. Et les rules, maintenant, vont contenir les clés et les valeurs, sauf que ces valeurs-là sont des règles. Donc, par exemple, pour la requête name, il doit être required. Donc, pour avoir accès à toutes ces règles-là, vous pouvez aller sur le home page ici du projet. Et là, vous tombez sur GitHub et je pense bien qu'il y a ici les Available Validation Roles. On verra cela en détail dans les prochaines vidéos. Donc ici, l'idée c'est que le name doit être required, l'âge doit être un entier et doit être au moins minimum 18. Donc 18, l'âge doit être un entier minimum 18. Le mail, par exemple, doit être requis et ça doit être un mail. Vous allez retrouver toutes ces règles-là dans le homepage du projet. Et c'est un projet intéressant dans la mesure où la dernière version date de 2021, je pense qu'il y a de cela 2 ans. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas continué alors que c'était une merveille en termes de validation. Le projet a été forké 22 fois. Il y a eu 46 étoiles. Bon, je pense qu'il y a des forks de ce projet. Peut-être ça serait plus intéressant de voir les différents projets qui sont nés de ce package-là, ou bien de cette extension, ou bien de cette dépendance-là. Ok, je pense que c'est bon pour Validator. On verra plus en détail lorsqu'on sera amené à valider les données de dans notre API, dans nos différents endpoints. Là, c'est Validator. Ok, on va terminer avec les outils côté backend. Il y a Bcrypt. Ici, j'ai préféré utiliser Bcrypt. Voilà. Là, c'est 9 octobre 2022. Là, c'est parfait. Bcrypt permet de crypter les mots de passe et c'est assez simple. On va voir un exemple en bas. Donc, vous importez juste Bcrypt. Vous l'installez également comme tous les autres. Pip install Bcrypt. Et là, vous aurez le password. Et là, vous avez, à partir de Bcrypt, vous avez accès à la méthode HPW. Vous lui donnez le password ici, qui doit être encodé. Ensuite, vous lui fournissez la fonction pour générer un sel, pour saler le mot de passe. En effet, vous pouvez avoir un mot de passe qui est bonjour, par exemple. Le fait d'ajouter le sel, autant pour moi, permet à ce que, même si deux mots de passe se ressemblent, dans la base de données, on a une chaîne différente. Donc là, c'est important. Et là, vous pouvez, pour voir si les mots de passe sont pareils, vous pouvez utiliser la méthode check PW
vous lui donnez le password qui n'est pas haché, il va comparer avec le password qui est haché. Et là, vous pouvez retourner l'un ou l'autre de ces cas en fonction du résultat que vous obtenez ici. Vous voyez que Bcrypt est assez facile. Je n'ai pas voulu utiliser Where's qui vient directement avec Flask. Donc voilà toutes les technologies qu'on va utiliser côté backend. Donc côté front-end également, on va essayer de les présenter. Donc ici, c'est des vidéos que je présente pour que c'est des technologies que je présente pour être sûr qu'on soit sur la même longueur d'onde. Si vous les maîtrisez, inutile de voir ces vidéos-là, vous pouvez passer directement aux vidéos suivantes. Donc, on va se donner rendez-vous à la vidéo prochaine.